Bien, comment maintenant va-t-on passer, avec ce genre d'idée, à l'ergodicité forte? Donc, maintenant, théorème 4, c'est pour l'ergodicité forte. Et je vais faire les choses qu'avec un opérateur local, opérateur elliptique, étant entendu que tout ce que je viens de raconter sur les variantes avec saut, etc., je ne vais pas le refaire. Ça sera exactement le même genre d'extension. Et donc, du sur ds plus au est égal à 0. U appartient à C. Et là, il faut dire que U de S compact et est équivalent à U égale constante. C'est ça dont j'ai besoin pour l'ergodicité forte. Et là, je vais rajouter le fait que le max et le minimum sont indépendants de S. Ça, c'est crucial. Est équivalent à la chose suivante, c'est que quel que soit x0, y0, différent de y0, si j'écris la distance de C de x et de grand T, et de C de y0 et de grand T, je suis dans un compact, ça va être des ensembles fermés, c'est grosso modo les ensembles dans lesquels je vais dire le temps que j'ai le droit d'utiliser pour atteindre des points est prescrit. Donc, je regarde la distance entre ces deux compacts, je prends la minimisation sur tous les t positifs ou nuls, et je veux que ceci soit égal à 0. Hein, comme j'ai droit au même temps pour atteindre des points, si je disais l'intersection est non vide, je perdrais un tout petit peu dans l'exemple d'un point attractif, comme je l'indiquerai dans un instant. D'où cette formulation un peu compliquée. Ça veut dire qu'il y a au moins un point, toujours grâce à la compacité, tel que, en un certain temps, je peux être, mais le même pour ce qui émane de x0 et pour ce qui émane de y0, je peux être aussi près que je veux de ce même point. Alors, la définition de Cx de t, c'est du jaune, il me faudrait du bleu ou du rouge, tant pis. Bon, parce que je n'ai pas envie de tout réécrire. Donc, C de x et de grand T, j'ai créé une chose nouvelle. Il suffit de juste d'enlever le « il existe ». Et voilà. Donc vous voyez, c'est très semblable, mais c'est évidemment, comme Cx, c'est l'union des Cx de t fermeture, la condition d'avant est évidemment beaucoup plus faible que celle-ci. C'est normal parce que la conclusion est plus faible. Bien entendu, cette propriété entraîne celle-ci. Il suffit de prendre des fonctions indépendantes de S. Bien. Il n'y a presque rien à faire. Maintenant qu'on a compris la technique, à ceci près de dire la chose suivante, c'est que je prends un instant S quelconque. Cet instant, je l'appelle 0. Une translation près. J'écris, si je me sers de la démonstration probabiliste, j'écris U à l'instant T, ouais, je vais l'appeler T,
et je vais même l'appeler grand T pour tout de suite faire apparaître cette propriété, je dis que ça, c'est l'espérance en x de U0, enfin l'espérance démarrant de x de xt. Donc, je commence par l'interprétation trajectorielle qui est la plus claire pour comprendre cette démonstration. Maintenant, je sais que le maximum en x de u de t et de x est égal au maximum de u0. Et u0, c'est évidemment u à l'instant 0. Ça fait partie de mes hypothèses. Et c'est bien entendu là que l'on va voir, entre guillemets, la propagation du point de maximum. Parce que maintenant, je vais prendre un point de maximum et dire que le maximum est constant. Le maximum est atteint. Donc, si je prends x0, point de maximum, et après je vais faire une petite modification, parce que là, le point x0, il dépend de grand T. Donc, je vais corriger ça dans un instant. Mais déjà, de manière intermédiaire, je vais dire que x0, c'est un point de max de ce que j'obtiens par semi-groupe. Après, il va falloir que je fasse un décalage. x0 est un point de maximum de u à l'instant grand T, et je vais peut-être écrire les choses comme ça. Point de maximum de u de grand T plus S0. Voilà, ce sera plus clair comme ceci. Au lieu de prendre 0, je prends S0. Et ici, j'ai grand T, oh là là, pardonnez-moi, T plus S0. Donc, je reprends cette formule. Je prends un S0 quelconque. Je fais évoluer l'équation pendant l'instant grand T, j'ai cette formule-là. Et le maximum est indépendant de T. Donc, maintenant, si je prends un point de maximum, donc je ne réécris pas, maximum indépendant de T. De X indépendant de S. De T, de tout ce que vous voulez. Constant. Donc, si je prends x0 point de maximum de u de t plus s0, ben, ça entraîne que u de s0 et de z est égal à cette valeur maximale sur l'ensemble partant de x0 et l'instant grand T. Bon, alors j'ai écrit x0, mais si ça dépend de t et de s0, c'est un peu compliqué, ce n'est pas le même point. Donc ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est prendre s0 égale moins grand T. Donc en fait, on part en arrière dans la trajectoire. On se sert du fait que la trajectoire elle est définie pour étant négatif. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que je dis? Maintenant, je traduis ça. Je dis que si x0 est point de maximum, j'aurais pu démarrer comme ça tout de suite, mais je pense que ça aurait été un peu parachuté. Donc là, on voit bien que les transitions de maximum, les propagations de maximum, elles se font comme ceci en temps positif et vous donnent des informations sur le temps final. Mais le temps final, il fait que bouger. Donc on ramène le temps final en 0 pour avoir une information en ce point-là. Donc x0, point de maximum de u0, eh bien ça entraîne que u0 et de x0, que le maximum est égal à u de S et de Z, pardon, U de moins T et de Z, quel que soit Z, appartient à C de X0T.
Donc ça, c'est l'aspect propagation. Je l'ai lu sur la formule, vous le faites de la même manière sur l'équation. Toujours la démonstration de Boni. Ça, on l'a vu avec l'opérateur A. Il y a la question de la dérivée en S, mais la dérivée en S aussi a le bon signe. Parce que le maximum est indépendant de S. Donc, ou Boni. Et donc, voilà l'information analogue à ce que nous avons fait et que j'ai rappelé il y a un instant. Voilà l'information que l'on récupère. Alors évidemment, si l'infimum ici était atteint, bien, il suffirait que je choisisse le grand T en partant d'un point de minimum de U de 0. Et ça entraîne que U de 0 et de Y0 est égal à U de moins T et également Z, quel que soit Z, dans C de Y0 et de grand T. Même chose qu'on a fait sur les max, vous changez U en moins U, vous avez sur les min. Donc si en un temps fini, vous avez le même Z, ben vous en déduisez que le max est égal au min, en d'autres termes, que U est constante en 0. Et 0 ne joue aucun rôle, donc U est entièrement constante. Okay. Et ça, c'est parce que le max et le min sont indépendants du temps. Mais de manière plus générale, ça marche encore, même si vous n'avez jamais un point commun, en laissant tendre le temps vers l'infini, et en disant, vous avez une suite de points. Donc effectivement, cette question de minimisation, ça vous dit que vous avez une suite Tn. Bon, pour des raisons que je ne veux pas détailler, elle est obligée de tendre vers l'infini, parce que sinon le minimum serait atteint. Mais ça voudrait dire qu'il y a la continuité ou d'une demi-continuité suffisante, et donc je n'ai pas envie de me lancer dans ces conditions, dans ces vérifications ensemblistes, on s'en fout. Et donc on trouve Zn qui appartient à C de x0 Tn, Zn2 qui appartient à C de y0 Tn, et ce que je sais, c'est que Zn1 moins Zn2 tend vers 0. Ou plus exactement, oui, tendent vers 0, ou Zn1 et Zn2, toujours de la compacité, tendent vers le même Z. Bien, qu'est-ce qu'il suffit que je dise? C'est que grâce à la compacité de U de moins Tn, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'équicontinuité, donc là vous voyez où ça joue. Grâce à l'équicontinuité, eh bien, U de moins Tn Zn1 moins U de moins Tn Zn2, Zn1, non, Zn1, Zn2, ou Zni, et puis là je vais mettre Z pour qu'on voit bien que c'est l'équicontinuité. Les deux suites de points convergent vers le même point, eh bien l'équicontinuité vous dit que ça tend vers 0. D'un côté c'est égal au max, de l'autre côté c'est égal au min, c'est gagné. Donc, soit l'infimum ici est atteint en temps strictement positif, un temps positif, soit il n'est pas atteint, auquel cas l'équicontinuité vous permet de gérer des temps quelconques. Donc vous voyez, c'est une variante un tout petit peu plus technique de l'argument essentiel que j'avais fait la semaine dernière. Il faut faire un tout petit peu attention, et c'est important, puisque maintenant je vais faire un petit retour en arrière sur mes remarques un peu curieuses, où je disais, je prends un opérateur, c'est l'ergodicité faible, je fais une toute petite rotation irrationnelle, ça devient l'ergodicité forte.
Et ça, on va le comprendre en examinant à la main ce que sont ces ensembles. Donc, un petit exemple, ça anticipe pratiquement pas sur pratiquement pas sur ce que je ferai plus tard, mais on va comprendre ça tranquillement. Donc je vais même simplifier l'exemple que j'avais donné dans le premier cours. C'est censé être un carré. Bon, ça va, hein. Si c'est le seul problème du cours, c'est pas très grave. Hein. 0, 1, 0, 1. Je vais tracer une première droite. Et pourquoi je trace cette première droite? C'est parce que mes trajectoires se baladent sur cette première droite. Et en d'autres termes, je suis en train de regarder l'équation du sur dt moins du sur dx. C'est-à-dire que j'ai un point, si je pars de xy avec des notations évidentes, ma trajectoire, c'est simplement x plus t, y. Okay. Ensuite, je vais rajouter sur y un brownien, plus wt. Donc, dans la trajectoire transverse, je diffuse. De sorte que l'équation, c'est moins 1,5 de dju sur dy2. Bon, modulo une convolution en y, on écrit semi-explicitement la solution. Bon. Dans ce cas-là, on a ergodicité faible et on n'a pas ergodicité. Ergodicité faible est une trivialité, ça se démontre directement, mais vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir ici parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme trajectoire, vous faites x de t égale x plus t, c'est mon bêta, c'est dans la direction des petits x. Donc attention, là, c'est un x qui est toutes les coordonnées, et là, c'est la première coordonnée d'un point dans R2. Et quant à ici, y de t, c'est la deuxième coordonnée du point de départ, et vous rajoutez ici une fonction dans L2 quelconque. Plus exactement, la primitive d'une fonction dans L2 quelconque, c'est-à-dire vous rajoutez n'importe quoi. Donc c'est y plus ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelconque. Donc vous voyez tout de suite que là, vous pouvez avoir n'importe quel point. Donc l'ensemble Cx, il contient toutes les verticales, étant entendu que Cx de t, bah c'est, si je démarre ici, si je démarre en ce point x0 et y0, donc ça c'est x0, ça c'est y0, bah, Cx de t, vous voyez ce que c'est une évidence de toute façon vu les équations, c'est que si ici vous écrivez x0 plus t, l'ensemble de contrôlabilité, c'est là, c'est ce bazar-là. Hein. Après, ça se prolonge périodiquement. Ça, c'est l'ensemble, je manque de couleur, toujours pareil, c'est de x0 et de c à l'instant t. Allez, hein, je vais faire ça. C'est c de x0, y0, t. De sorte qu'en temps fini, vous balayez, évidemment, en temps 1, vous êtes sûr de balayer tout le cube, de sorte que c x0, il est égal au cube tout entier, dans ce cas-là. Donc l'ergodicité faible a lieu. L'ergodicité forte n'a pas lieu,
parce que ici, vous avez C à l'instant T, mais si vous partez d'un autre point, ben vous aurez décalé l'autre ensemble de contrôlabilité. Ils seront toujours à la même distance, ils ne se rattrapent pas. Ils se décalent tous les deux ensemble. Et donc, on voit bien que l'ergodicité forte n'est pas vraie, que l'ergodicité faible est vraie. Que l'ergodicité forte ne soit pas vraie, c'est très facile, parce que vous prenez des solutions qui sont indépendantes de Y. Si vous prenez des solutions qui sont indépendantes de Y, donc si U0 est indépendant de Y, la solution ne dépend que de petit x, et elle est simplement donnée par U0 de x plus t. Ben ça, on est en train de balayer périodiquement l'intervalle 0, 1. Ça ne converge pas, les moyennes de ces zéros convergent. Et vers la moyenne de la fonction périodique. Donc là, on voit bien la distinction entre moyenne de Césaro et ergodicité faible et ergodicité forte. L'ergodicité faible, c'est que j'ai le droit à prendre des temps différents et d'arriver au même point. L'ergodicité forte, je me balade. L'ergodicité forte, j'ai vraiment besoin de regarder le temps que je mets à atteindre le point. Et donc, les critères en plus collent très bien. Alors maintenant, un exemple encore plus extrême, c'est d'enlever le brownien et de dire je regarde le transport dans une droite. Ben, ça, ce n'est pas ergodique parce que le domaine, si je regarde maintenant, autre exemple, je vais faire ceci, et mes trajectoires, c'est ça. Ben, c'est certainement pas ergodique parce que si je pars d'un point ici, le domaine de contrôlabilité, il est là. C'est un point. J'atteins qu'un seul point à partir d'un point. Donc là, il n'y a absolument aucune chance. Il suffit de prendre deux points d'ordonnées différentes et on ne les rattrapera jamais. Ça, c'est relativement clair. Ben, l'opérateur ne fait rien en Y, donc n'importe quelle fonction de Y est invariante. Et elle n'est pas constante. Maintenant, si vous décalez un tout petit peu, donc c'est plus simple que ce que j'avais donné dans le cours, donc là, ergodicité faible et fausse. Ce que je viens de dire marche tout aussi bien si la direction que je prends est une direction à coordonnées où le rapport des coordonnées est rationnel. L'exemple, je me balade comme ça. Ben, je vais explorer mes cubes et je reste sur un point. En revanche, si je fais une toute petite rotation, ici, et que je prends, au lieu de prendre ma droite comme ceci, je prends une toute petite pente. Je fais le dessin un peu plus gros. Et cette pente est irrationnelle au sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris que x de t est égal à x0 plus t, et y de t est égal à y0 plus lambda t. Lambda est tout petit si vous en avez envie, mais surtout, je le prends irrationnel. Aussi petit que vous voulez. Eh bien là, je prétends que non seulement l'ergodicité faible est vraie, mais l'ergodicité forte est vraie. Donc l'ergodicité, c'est un phénomène extrêmement instable. Extrêmement instable. Il n'est stable que lorsqu'on est dans des régimes très forts d'ergodicité, par exemple l'uniforme ellipticité. Alors là, c'est super stable. Mais quand on a des cas très dégénérés, c'est en général instable. Donc ça, c'est des cas triviaux du point de vue des systèmes dynamiques, puisque là, il n'y a même pas de proba, hein, il n'y a pas de mouvement brownien. Alors pourquoi l'ergodicité est vraie? C'est que la courbe étant irrationnelle, vous voyez que lorsque vous sortez donc c'est comme si vous reveniez ici, et puis que vous continuez comme cela, et puis vous revenez, puis vous repartez ici, vous remontez là.
Donc petit à petit, on est, grâce à l'appente irrationnelle et cette propriété de périodicité, de Thor, si vous voulez, on est en train de créer une courbe, enfin un bout de trajectoire droite qui remplisse tout le cube. Donc, l'ensemble de contrôlabilité, le Cx, il est égal à Q, quel que soit x, parce qu'il y a la fermeture. On n'obtient pas tout l'ensemble, on obtient un ensemble dense. Mais en fait, la deuxième propriété est vraie. C'est-à-dire que l'on peut trouver un même temps, en partant de deux points différents, où ces courbes qui remplissent tout le cube, c'est des propriétés des nombres rationnels. C'est des nombres réels et des irrationnels et des irrationnels. Soit aussi près qu'on veut. Bon. Bon, c'est pas compliqué à vérifier. Hein. Donc, et puis franchement, c'est pas ma tasse de thé. Et donc, le point, c'est que l'ergodicité faible, j'ai démontré, l'ergodicité forte, on peut le faire. On le reverra plus tard, ça. Hein, parce que je prendrai des situations plus complexes où on a... bon, bref, je n'en dis pas plus. Donc, ergodicité est vraie, faible, mettons, comme ça vous êtes tranquille. Et c'est quand même frappant de voir, il faut donc garder ça en tête, que dans des situations dégénérées, ce n'est pas une condition ouverte ou fermée, hein, l'ergodicité. Hein. C'est rien du tout. C'est une propriété spécifique, géométrique, des trajectoires, des systèmes, des équations. Alors, on aura, quand on vérifiera beaucoup plus systématiquement ces conditions, ou qu'on essaiera de trouver des classes de situations qui vérifient les propriétés dont je parle, eh bien, on vérifiera qu'effectivement, dans ces classes-là, on a une certaine uniformité. Mais ce sera vraiment des classes particulières. Donc, en particulier, si plus tard j'essaierai d'analyser ou de comprendre les vitesses de convergence, on sent bien que ces vitesses de convergence, là encore, ça va être super instable, hein, puisqu'on passe d'une certaine vitesse de convergence à pas de convergence du tout. Bon. Donc, l'idée qu'on aurait une formule simple à partir des caractéristiques, enfin à partir des coefficients est une illusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formule, je n'en connais pas à vrai dire, mais c'est automatiquement un peu singulier comme formule. Bien. Alors, donc, ce que je vais faire pour conclure, pour finir cette partie générale, que je qualifierais de presque abstraite, puisqu'il s'agit de systématiquement comprendre ce qu'il faut vérifier pour l'ergodicité, je vais finir en traitant rapidement la situation dans l'espace tout entier, ou en commençant la situation dans l'espace tout entier. Donc, à partir de maintenant, le domaine dans lequel on travaille, c'est RD tout entier. Cela pourrait être un ensemble discret non borné, ou un mélange des deux. Donc, on passe à RD. Étant entendu que l'étape d'après, et ça finira ce que je veux faire sur l'ergodicité, que l'étape d'après, ça sera comment on vérifie, comprendre cet espace de contrôlabilité, donner des exemples pour vérifier l'équicontinuité, etc. Donc on n'aura pas fini, mais on aura fini la partie générale. Je ne pense pas avoir le temps de... Ouais, peut-être 25 minutes, j'y arriverai peut-être. Non, RD. Alors... on va voir que tous les résultats précédents, donc j'annonce le résultat, c'est que tous les résultats précédents vont s'adapter, vont être OK, avec une hypothèse supplémentaire. Et ça, c'est naturel, parce que maintenant, ça peut, si vous voulez, pardonnez-moi l'expression,
dans un domaine borné, l'ergodicité, ça veut dire que la dynamique touille bien. On est en train de bien mélanger. Okay. Le problème, c'est que ça se met à partir à l'infini. Bon. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait quelque chose qui nous dise la majorité du temps, le plus souvent, on est dans une boîte finie où ça touille bien. Okay. Alors, on trouve dans la littérature, comme toujours sur l'ergodicité, une des principales caractéristiques, c'est qu'on trouve 10 fois trop d'articles. Hein, ce n'est pas beaucoup, c'est trop. Comme dans tout sujet. Hein, mais enfin là, je pense que ça dépasse l'entendement. D'habitude, en littérature, les probabilistes sont plus économes de publication que nous autres industriels des EDP, où on publie à tour de bras. Mais alors sur l'ergodicité, je ne suis pas convaincu qu'ils aient été dans le genre on publie les variantes des variantes des variantes. C'est aussi fort qu'en EDP. Hein. Donc, première chose. Deuxième chose, un jargon qui a des origines historiques déplorables. C'est-à-dire, on parle de fonction de Lyapunov pour parler de trucs qui veulent dire que les trajectoires restent essentiellement bornées. Ce n'est pas une fonction de Lyapunov. La fonction de Lyapunov, elle a été inventée pour analyser des questions de stabilité d'équilibre. Ce n'est pas une fonction de Lyapunov, c'est une fonction qui dit simplement que la trajectoire ne fout pas le camp à l'infini. Encore pire, il y a des gens qui appellent ces fonctions intermédiaires que je vais introduire des drifts. Alors ça, c'est quand même, c'est utiliser le même mot qu'un mot qui est utilisé depuis presque 100 ans maintenant dans la même littérature, dans la même communauté, le même mot que pour des équations différentielles stochastiques ou le terme du premier ordre, il faut le faire aussi. Donc ça ne rend pas la lecture aisée. Hein. Les mots ne veulent pas dire ce qu'ils doivent dire, etc., etc. En plus, il y a une confusion totale sur ces fameuses fonctions de Lyapunov de drift qui, de temps en temps, sont renforcées, plus ou moins fortes, avec des variantes, chaque auteur parfois insistant en disant « Regardez, ma condition est plus faible », sans réaliser qu'elles sont toutes équivalentes. Bon, donc en fait, il y a plein d'articles vides, hein, puisque l'apport nouveau, il n'est pas. Les conditions sont identiques. Donc, tout ça pour dire qu'on va expliquer ça tranquillement. J'ai l'air de m'énerver. Non, ça ne m'énerve pas, ça m'amuse. Bon, j'espère que je n'ai pas insulté trop de monde dans l'assistance, mais bon. En même temps, si on remonte aux sources, il y a dans la littérature les idées essentielles. Si je vous ai cité le livre de Main et Tweedy du point de vue de la littérature probabiliste dès le premier cours, c'est parce que j'estime que là, il y a les idées essentielles. Dans un jargon quasi bourbakiste qui est absolument insupportable, ils mériteraient d'être citoyens d'honneur de Strasbourg, hein, les Main et Tweedy. Hein. Donc, ça, c'est une blague sur l'école strasbourgeoise de probabilité, où plus abstrait et bourbakiste que ça, tu meurs. Hein. Donc, à mon avis, ça a dégoûté un grand nombre d'analystes des probas pour 2 décennies. Donc, ça a eu un effet négatif absolument considérable, comme très souvent Bourbaki. Où ça, à partir d'une bonne idée, ça détruit la créativité et la curiosité pour des générations. Moi, ça a certainement, si j'ai jamais rien compris à la géométrie algébrique, c'est grâce à Bourbaki et des profs qui enseignaient ça comme si c'était du Bourbaki. Donc c'est insupportable. Du coup, j'ai peut-être loupé quelque chose d'intéressant, mais c'est pas grave, j'ai pas beaucoup de regrets. Alors, quoi qu'il en soit, je déballe, ça fait du bien. Puis je pense que dès que je dis du mal des gens, ça vous plaît beaucoup. Hein, j'observe toujours ça. Hein. François se réveille, il sent ça, même s'il est profondément endormi, vous dites du mal de quelqu'un, il se réveille instantanément. Donc, bien. Avec tout ça, je ne sais pas où j'en étais. Oui. Donc, on va essayer de nettoyer un peu tout ça, et je vais le faire un peu par étapes, parce qu'il y a une différence entre des cas dégénérés et des cas non dégénérés. Une différence un peu technique. Donc, je vais faire
On va réfléchir comme si on était en onde dégénérée, étant entendu que ce que je vais écrire marche en dégénéré, et qu'en fait, en onde dégénérée, il y aura une condition un peu plus subtile. Si vous avez compris cette phrase, vous suivez vraiment bien. Hein. Bien, alors donc, le point que je veux dire, c'est que dans Main-et-2D, on apprend une seule chose. Enfin, on apprend une seule chose. C'est une manière de parler. On apprend beaucoup de choses, mais moi, j'en ai retiré une chose essentielle. Puis après, j'ai vite refermé le bouquin. Donc, ce que l'on apprend, c'est que, bien entendu, ça c'est intuitif dans l'ergodicité, quand le système dynamique part très loin, il faut qu'il revienne à distance finie. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Exemple brownien, le Laplacien. Hein, si vous prenez du sur dt moins Laplacien u égale à 0, u de t égale u0, et que vous prenez une donnée initiale à support compact, par exemple, je suis en train de dire une bêtise, ouais, et bon, un u0, et vous dites, tout à coup je fatigue, oui, je vais quand même mettre un support compact. Ou plus exactement, qui est constante plus support compact. Il existe une constante C telle que U0 moins C soit support compact. OK? Qu'est-ce qui se passe en temps long? Eh bien, U de t à l'infini converge vers la constante. Vous enlevez la constante, vous ramenez à 0. Bah, si la fonction est à support compact, vous résolvez l'équation de la chaleur, ça tend vers 0. Vous écrivez la solution fondamentale, il n'y a pas de souci. C'est un phénomène de diffusion. Vous avez une source de chaleur localisée, vous laissez le temps évoluer, après tout c'est l'équation de la chaleur, ben, la température, la chaleur va diffuser, vous avez une boîte infinie, à la fin, en temps très long, c'est la température hors source de chaleur initiale que vous avez. La source de chaleur est oubliée. Ben ça n'a rien à voir avec l'ergodicité. Pourtant, on a un processus, qui est le mouvement brownien derrière, qui revient avec une probabilité strictement positive, enfin, dont le temps de retour dans un borné est fini presque sûrement. Est fini presque sûrement. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que non seulement ça doit revenir, le système dynamique doit revenir, mais ça ne peut pas prendre un temps fou pour revenir. Parce que s'il s'écoule trop de temps, ça fait de la fuite, ça fait de la diffusion. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est que le temps de retour dans un borné soit pas trop long. Vous êtes en langage probabiliste, une première tentative, c'est de regarder son espérance. Non, le temps moyen de retour est borné. Okay? Donc, c'est une tentative de renforcer la diffusion, l'échappement à l'infini, et c'est la première tentative que l'on peut faire après avoir dit que la probabilité que le temps de retour est presque sûrement est fini, ça ne suffit pas. On va dire que le temps moyen de retour est borné. On va voir si ça suffit ou pas, parce qu'après on peut aller plus loin dans ces conditions d'intégrabilité. Il se trouve qu'effectivement, c'est ce que Main et Tweedy ont bien montré, c'est que pour des chaînes de Markov sur des espaces métriques non compacts, patati et patata, c'est ce temps de retour d'une partie, comme ils appellent petite en français dans un texte américain, alors la notion de petite, ça veut dire compact, hein, donc faites pas de soucis, à des choses près, et ce temps et le temps moyen est borné. OK. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, vous prenez un compact, une boule,
et n'importe laquelle. Alors ça, n'importe laquelle, ça c'est déjà un peu plus piquant, parce qu'on pourrait se dire, il faudrait toutes les boules. Non, il en suffit d'une, de rayon aussi petit ou aussi grand que vous voulez, et un point. Ben ça, c'est parce que, comme de toute façon, on aura à côté des hypothèses qui assurent l'ergodicité, que de prendre une petite boule ou une grande boule, c'est la même chose. Parce que si on atteint la grande boule, après on rentre dans un domaine où ça touille, et on est sûr d'aller toucher aussi vite la petite boule, intuitivement. Donc, la boule n'a pas d'importance parce que l'on va compléter les hypothèses avec des hypothèses d'ergodicité, entre guillemets, locales. Bon. Donc, voilà pourquoi, de manière un peu paradoxale, je prends une boule, mais je pourrais prendre n'importe quel espace compact tordu pour la même raison. Donc, B de x0, un rayon R0, puis je vais le noter avec un petit R, pour bien insister sur le fait que ce n'est pas nécessairement une grande boule. Je pourrais mettre epsilon 0 pour faire croire qu'elle est petite. Et probabilistiquement, dans le cas local, je dois regarder un point, des points à l'extérieur. Et là encore, il y a une petite ambiguïté, c'est que regarder un point ou des points à l'extérieur, c'est la même chose si le processus est non dégénéré. Parce que de toute façon, d'aller d'un point à un voisinage d'un autre point, on est sûr de le faire vite. Toujours avec les hypothèses d'ergodicité, etc., etc. Donc, on va regarder le temps d'atteindre T0, donc on est en X. Hop, première fois que ça touche, c'est ça l'instant T0. Et on va demander à ce que si ça soit fini en X, quel que soit X. On reviendra après sur quel que soit X ou pour un certain X. Pour l'instant, je vais dire quel que soit X. Parce que si c'est dégénéré, et ça, dans des espaces, lorsqu'on regarde en Discret comme Main and Tweedy, c'est dégénéré, pas non dégénéré, ça se voit moins. Surtout dès qu'on met des hypothèses de récurrence et choses comme ça, on ne le voit plus du tout. On a dit d'une certaine manière uniformément elliptique. Donc, ici, je vais dire quel que soit x. Après, il y a la question uniformément ou pas. Enfin, uniformément, localement, ça ne peut pas être vrai. Si je pars de très très loin, j'ai des coefficients qui sont réguliers, je vais mettre un temps de plus en plus grand pour atteindre. Donc cette condition, avec des coefficients réguliers bornés, cette fonction-là, elle est obligée de tendre vers l'infini quand x tend vers l'infini. Donc j'appelle W de x égale EX de taux, qui est une fonction qui, faisons comme si elle était continue, ce qui dans des cas dégénérés n'est pas gagné, dire qu'elle est localement bornée, dire que bien entendu elle vaut 0 sur le bord, donc voilà ma boule B0, et j'observe que W tend bien sûr vers l'infini quand X tend vers l'infini. Donc ça, je commence à traduire de manière un peu analytique ce qu'est le temps moyen de retour, ou le temps moyen d'atteinte d'un borné. Après, si on veut vraiment traduire ça analytiquement, ça résout quelle équation? Bien, j'ai les conditions de Dirac-Ley. W tend vers l'infini à l'infini, ça c'est une propriété de la solution. Et je suis en train de regarder AW égale 1 sur le complémentaire de la boule. Bien, l'hypothèse supplémentaire, elle est là. C'est ce W là.
Dans la littérature, vous allez avoir des conditions dans lesquelles AW tend vers l'infini. Ça ne sert à rien. Si vous avez cette condition, vous avez tend vers l'infini. Ça, on va vérifier ça simplement. Deuxième difficulté, c'est que quand on commence à parler pour un x résoudre cette équation, c'est bien gentil, mais implicitement, vous êtes déjà en train de dire que c'est non dégénéré. Parce que vous êtes en train de résoudre une équation avec des conditions aux limites, si vous avez le point de vue équation. Et si vous avez le point de vue dégénéré, vous pouvez très bien avoir des points où Ex de T0 est fini, et puis des points comme une barrière de dégénérescence que vous n'allez jamais franchir. Donc là, le point, il va compter. Et il va bien falloir dire tous les points. Donc déjà, implicitement, le fait qu'on ne se permette pas réellement de la dégénérescence induit des difficultés spécifiques dans le cas continu. Donc, la moralité, je ne vais pas avoir besoin de ceci, c'est qu'on va voir une première hypothèse que je vais appeler C comme compacité, qui va nous dire qu'un objet qui ressemble à ça est fini. Je ne veux surtout pas de conditions aux limites, parce que même dans des cas hypoelliptiques, des conditions aux limites, ce n'est pas agréable. Il faut que la frontière soit non caractéristique, ça dépend du champ de l'opérateur, etc., etc. Donc, de manipuler brutalement un bazar comme ceci, ce n'est pas bon du tout. Si on veut vraiment faire des choses générales. Après, j'ai déjà indiqué que ça pouvait beaucoup dépendre du point de départ. Donc, il est bien mieux de manipuler d'autres objets. Donc, il y a une première condition. Après, C1, qui va dire, entre guillemets, AW égale à 1, W positif ou nul, W sur le bord d'une certaine boule quelconque vaut 0, et dire que ça doit être fini. Bon, il existe un W, par exemple continu, c'est certainement... la continuité n'est pas vraiment nécessaire, mais bon, peu importe. Bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer, et c'est bien entendu équivalent, par AW supérieur ou égal à 1, W appartient à C, donc ça c'est sur le complémentaire d'une boule. AW supérieur ou égal à 1, W continu, W positif, W sur dB0 est égal à 0. Ensuite, vous pouvez avoir une autre condition qui sera utile dans un instant, qui consiste à dire, bien entendu, C1 est équivalent à C2. Si vous avez une fonction comme ceci, vous en avez comme une comme ça, comme celle-là, et si vous avez celle-là, vous vous servez de celle-là comme barrière pour construire l'autre. Je n'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Je reparlerai des constructions d'objets comme ceci. Donc, AW supérieur à un f de x qui est supérieur ou égal à 1, avec un W qui est positif ou nul, W qui est continu, je n'ai pas dit borné, continu, W sur le bord de V0 est égal à 0, F et W tendent vers l'infini. Dans X tend vers l'infini. Et ça, c'est les fonctions de drift, les fonctions de Lyapunov, etc., etc. Tout ça, c'est équivalent. Bon. Déjà, on va bien mettre ça de côté. Étant entendu que l'une quelconque de ces trois conditions combinées avec, et donc quand je mets tout ça équivalent, ça sera dans une situation qui est uniformément elliptique.
ou tels que le bord de la boule sont non caractéristiques. Donc typiquement, pensez sur le bord de cette boule, j'ai que A, IJ, NI, NJ est strictement positif, où N est la normale extérieure et AIJ est la partie d'ordre 2 de l'opérateur. Parce que comme ça, je suis sûr que je peux parler des conditions de Dirichlet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on touche le bord et on traverse le bord. Parce que sinon, quand on parle du temps d'atteinte, c'est un peu ambigu, parce que c'est le temps d'atteinte du fermé, c'est le temps d'atteinte de l'ouvert, et quand c'est dégénéré, ça fait une différence. Bon. Alors, je conclus, et je pensais uniformément elliptique pour l'instant. Et en fait, moi, ce que je vais plutôt manipuler, c'est des fonctions qui vérifient AW plus KW est égal à 1. Dans RD tout entier, il n'y a pas de condition à limite. Et qui là-dedans est strictement positif quelque part. Donc qui est à support compact, positif ou nul. À support compact, et qui n'est pas identiquement nul. De sorte qu'il existe une boule sur laquelle qui est strictement positif. OK, bon. Alors l'avantage de cette formulation, c'est que là, il n'y a plus de conditions de Dirichlet, il n'y a plus de bord. Le bord a été, d'une certaine manière, épaissi. Alors, écoutez, il y a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui. Donc j'introduis ces idées et donc ça sera C4 et ça sera aussi équivalente aux précédentes. La raison pour laquelle, comme je vais me servir pas mal d'équations, ça a l'énorme avantage de ne pas être, il y en aura encore une où je mettrai égal à quelque chose qui tend vers l'infini. Donc ça, je vais l'écrire et puis je m'arrête. Équivalent à C5, AW plus KW est égal à F supérieur ou égal à 1, et FW tend vers l'infini à l'infini. Bon. Tout ça sont des conditions qui sont équivalentes. Donc vous pouvez vous servir de l'une ou de l'autre d'une formulation, peu importe. Peu importe. Mais le seul avantage de ce truc-là, c'est que quand je voudrais parler d'hypoelliptique, je n'aurais pas à chercher la bonne boule. Je balancerai ma fonction. Bon, alors ça, je vais expliquer ça la semaine prochaine. Il n'y a rien de très sophistiqué là-dedans. C'est des comparaisons, le principe du maximum, des choses probabilistes. Et je veux simplement dire que je vais toujours parler de fonctions qui sont continues, qui sont localement bornées, et que dans le cas uniformément elliptique, ou dans les situations où vous avez les inégalités de Harnack, donc ça sera aussi dans des situations hypoelliptiques, il suffit, les conditions sont aussi équivalentes à dire il existe un x qui n'appartient pas à la boule fermée, tel que W de x soit fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas parler de solution infinie, mais si c'est fini en un point, c'est fini partout. Et ça, vous pensez que vous approximez, et si vous avez des équilibres de Harnack, si c'est fini en un point, c'est fini partout. Donc, il n'y a rien. À nouveau, c'est simplement Harnack. Un point suffit. Bien. Du point de vue des EDP, c'est plus facile à écrire ça lorsque vous dites vous avez une fonction définie partout qui est finie, qui est continue. C'est plus facile que de
il faut parler d'approximation pour pouvoir parler. C'est comme quand vous dites l'espérance de taux est finie, c'est qu'implicitement, vous dites que ça peut être infini. Et que c'est parce que vous intégrez une fonction positive, l'intégrale est finie ou infinie. Et donc, si vous voulez dire la même chose avec des EDP, il faut parler d'inégalité comme ceci avec une fonction qui peut prendre des valeurs infinies. C'est possible avec les solutions de viscosité. Ce n'est pas très agréable, c'est technique, donc ça, je ne veux pas en parler. Donc, et je préfère avoir une formulation qui n'est pas spécifique à Harnack et aux inégalités de Harnack ou à l'hypoelliptique ou à l'uniformément elliptique. Donc, je vais me servir de ces conditions après avoir vérifié, où je dis d'une certaine manière que pour tous les points à l'extérieur de n'importe quelle boule, c'est fini. Et de n'importe quelle boule, c'est au sens j'en prends une comme je veux. Et ce n'est pas de toute boule. Et qu'on a différentes formulations qui sont équivalentes. Et suivant ce que l'on veut faire, eh bien, on se servira de l'une ou l'autre des propriétés. Donc, on va commencer par se débarrasser de l'équivalence de toutes ces propriétés. Et après, j'expliquerai pourquoi, avec l'une quelconque de ces formulations de conditions et les conditions précédentes, on a l'ergodicité dans RD. Donc, ce ne sera pas très, très compliqué. Après, il y aura un certain nombre de remarques. C'est que ceci peut être aussi équivalent à des estimations a priori sur l'EDP ou sur les trajectoires, ou que dans le cas uniformément elliptique, si on a une mesure invariante, alors on a ergodicité, ce qui est pas dans l'espace tout entier. Bon, mais cela dit, on n'est pas obligé de tomber. Mais enfin, il y a des situations où on la trouve. Si c'est uniformément elliptique, il n'y a plus rien à vérifier. Donc, on va décliner tout ça dans RD. Il y a plein de formulations équivalentes. Et je vais reprendre ça calmement la semaine prochaine. Je reprends mon souffle avant le séminaire dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup.